qui est le PDG de l'ADEME. Cher Sylvain, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui à l'UTT. Je ne vais pas te présenter longuement parce que tu es connu, tu es un ancien maire engagé sur le terrain. Tu as été député, vice-président de l'Assemblée nationale, dont les travaux sur l'éthique et la protection des lanceurs d'alerte ont marqué les esprits. Je me souviens que la première fois qu'on a eu un échange, c'était dans le cadre de la loi qui est passée sur les lanceurs d'alerte que tu as portée avec brio à l'Assemblée nationale à l'époque. Ce que j'aimerais souligner, c'est la cohérence de ton engagement, car ton parcours n'est pas fait de rupture, mais de transition. Tu as prouvé chez Gaz de Strasbourg que la décarbonation locale par les réseaux de chaleur n'était pas un rêve, mais un modèle économique viable. C'est de l'action concrète sur les territoires qu'est née ta conviction profonde que la transition écologique se joue d'abord localement, avec l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, en tant que PDG de l'ADEME, tu es à la tête de l'agence des solutions, portant cette conviction pour toute la France. Ta mission est claire, garantir que, et tu nous l'as redit à l'instant, que chaque euro investi par l'agence ait une efficacité carbone maximale, comme tu le dis toi-même, passer du générique au spécifique. Sylvain, ton pragmatisme, ton optimisme, et ton rôle d'ambassadeur de la transition écologique, notamment sur la question de la géothermie et du soutien aux zones rurales ou périurbaines, où vont plus de 60% des aides de l'ADEME, est une source d'inspiration pour nous tous. Merci donc d'être avec nous aujourd'hui pour nous éclairer et inspirer notre action ici à l'UTT. La parole est à toi. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là et comme on a peu de temps en réalité, je vais essayer de me concentrer en 3 quarts d'heure sur 4 messages clés que je voulais partager avec vous. Le premier concerne le monde économique. Le deuxième concerne le rapport du citoyen à la transition écologique. Le troisième concerne l'intelligence artificielle et les enjeux des nouvelles technologies en la matière. Et puis je conclurai sur quand même l'ADEME, le backlash, l'actualité, pour vous en donner quelques clés de décryptage. J'aimerais commencer par parler du monde économique, si vous le voulez bien. Vous allez tous, ou certains vont intégrer des entreprises. Tous ces acteurs sont confrontés à la thématique de la transition écologique et en sont des acteurs importants. Pourquoi ? Je finis un tour de France là, du monde économique, j'en suis à la 14e étape. À chaque fois, entre 150 et 200 entreprises viennent, des PME, des ETI locales, viennent échanger avec nous sur comment l'ADEME peut les accompagner dans leur transition écologique. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, malgré les idées de backlash, malgré les idées qu'on peut entendre dans les médias parfois en disant le sujet est passé et puis les acteurs économiques ont d'autres problèmes, d'autres chats à fouetter, je suis étonné de voir la mobilisation des femmes et des hommes qui dirigent des entreprises sur les sujets de la transition. Et j'identifie 5 raisons qui m'ont sauté aux yeux dans ce Tour de France. Et je vais les illustrer pour vous les rendre palpables. Le premier, c'est la pression des clients. Je vous donne quelques exemples dans ce Tour de France. Un fabricant de carbonate de calcium, je ne sais pas si vous savez à quoi ça sert, mais par exemple pour les vitres des voitures. Eh bien, ce patron d'entreprise de Nancy me dit en fait... les bonus des voitures automobiles dépendent de l'empreinte carbone aussi à la production. Et donc, évidemment, je rentre dans le scope 3, donc, vous savez, dans l'impact, dans l'empreinte carbone de la voiture. Et donc, j'ai une exigence de mes clients de me décarboner. Mais cet exemple-là, je l'ai trouvé partout. Je citais souvent à une époque un verrier de l'Orne qui me disait je suis patron d'une entreprise de verrerie, je travaille pour l'industrie du luxe, 70% de mon chiffre d'affaires. Ils m'ont écrit en me disant en 2030, on sera totalement décarboné, donc ce sera avec vous ou sans vous. Et que pour lui, le sujet de la transition écologique n'est pas qu'un sujet du climat de 2050, c'est d'abord un sujet stratégique d'entreprise et même un sujet existentiel, puisqu'il doit gérer cette équation pour être là encore dans 5 ans.
La deuxième raison qui apparaît fortement, c'est l'incertitude des business models. Aujourd'hui, j'ai été chef d'entreprise, j'ai dirigé une ETI pendant 8 ans, et en fait, un chef d'entreprise, il présente des matrices de risque à ses actionnaires. Et dans ces matrices de risque, aujourd'hui, si vous avez un processus carboné, vous devez vous poser 2 questions. Si par exemple, vous fonctionnez au gaz fossile, c'est d'abord, quelle est ma vulnérabilité aux variations des prix incontrôlables des énergies fossiles? Ça, c'est un premier sujet sur lequel ils sont habitués, mais le contexte géopolitique actuel fait que c'est particulièrement prégnant aujourd'hui. Rappelez-vous 2022, les prix du gaz x10. Donc, c'est des variations fortes qui peuvent mettre à genoux des modèles d'affaires. Et le deuxième point, c'est que personne ne sait combien ça coûtera de produire une tonne de carbone dans 5 ans. Les législations ont changé, les contraintes, le marché carbone, tout ça fait qu'on ne sait pas. En fait, aujourd'hui, quand on présente une matrice de risque à ses actionnaires, on ne sait pas si son modèle d'affaires, s'il est très carboné, il résiste encore à 5 ans. Donc ça, c'est la deuxième raison. C'est une raison très stratégique que les décideurs d'entreprise se posent en réalité. Troisième point, quand même, le monde de la finance. Je n'ai pas le temps d'élaborer, mais aujourd'hui, les acteurs financiers, y compris les banques traditionnelles, rendent des comptes sur leur part de financement à la transition de l'économie. Et donc, c'est quelque chose qui de plus en plus va croissant avec cette question des chefs d'entreprise. Est-ce que je trouverai encore du financement si je ne prends pas ce virage-là, y compris des fonds aujourd'hui qui exigent une méthodologie d'évaluation pour pouvoir mesurer le risque climatique sur leur actif, c'est-à-dire les participations qu'ils ont dans diverses entreprises. La troisième raison, c'est l'achat public. Vous savez que mi-2026, il y a des clauses environnementales obligatoires dans tous les achats publics, et il va bien falloir distinguer une offre d'une autre. Et donc, la question de la différenciation va se poser très vite pour les entreprises, puisque tout le monde est plus vert que vert en 2040, au moins dans les claims, dans les affirmations. Mais enfin, il va bien falloir, quand vous mettez des points dans un marché, d'un appel public ou un marché, il va bien falloir distinguer entre deux répondants sur la réalité objective de leur impact environnemental ou de leur plan de transition. Puis le dernier point, c'est un peu vous, puisque pour attirer des talents aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise me disent je dois faire autre chose que du greenwashing pour avoir une chance d'attirer des jeunes qui vont me poser des questions en entretien, et j'ai envie d'attirer les meilleurs, et donc j'ai besoin, dans mon plan de développement de mes compétences, d'inclure des éléments tangibles de transition. Tout ça fait que, ces 5 raisons que je vous liste rapidement, fait qu'aujourd'hui, je ressens un profond décalage entre ce que je ressens du monde économique, des acteurs de l'entreprise, et puis la petite musique ambiante qui consisterait à dire que finalement, c'est un sujet qui est devenu secondaire pour les entreprises. Non, je crois qu'au contraire, c'est un sujet stratégique pour les entreprises, voire existentiel. J'étais à l'Assemblée nationale il y a 2 semaines et je partageais une réflexion sur les énergies fossiles et notre vulnérabilité aux énergies fossiles. Je voudrais quand même vous rappeler quelques chiffres que je partageais avec les parlementaires. On parle tous des intérêts de la dette, c'est à peu près 60 milliards par an, mais à cette audition à l'Assemblée nationale, je disais, en fait, il y a une hémorragie financière plus forte encore. C'est les 64 milliards d'euros qu'on dépense tous les ans pour acheter des énergies fossiles importées. Ça induit une vulnérabilité pour notre économie, très forte vulnérabilité, voire volatilité des prix dont je parlais tout à l'heure. Surtout que ces énergies fossiles viennent de pays qui ne nous veulent pas forcément que du bien. Et donc à chaque fois, et ça c'est un regard nouveau que je propose sur la transition écologique, enfin différent que je propose sur la transition écologique, à chaque fois qu'on mène un projet de transition écologique, tu parlais du fonds chaleur par exemple, de la géothermie, à chaque fois qu'on fait une solution de géothermie, une solution de biomasse, une solution de récupération de chaleur fatale, eh bien à chaque fois, on réinternalise sur le territoire national une partie de cette valeur, une partie de ces 64 milliards qu'on dépense à fond perdu aujourd'hui, à fond perdu, pour être sous perfusion des énergies fossiles. Et c'est un double problème parce que le contexte géopolitique, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous l'entendez tous les jours dans les médias, devient anxiogène et incertain. Et donc, les prix des énergies fossiles seront de plus en plus volatiles, ou en tout cas, ils le sont fortement déjà. Et deuxième point, cette vulnérabilité-là, la question qui se pose à nous, collectivement, c'est est-ce qu'on accepte de rester
pieds et poings liés à ces énergies fossiles qui représentent 60% de notre mix énergétique aujourd'hui. Et ça, c'est un message que j'adresse à ceux qui voudraient orchestrer des querelles absurdes entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Tout ça, c'est des énergies électriques décarbonées, mais tout cela ne représente que 25% de notre mix énergétique. L'électricité, c'est 25% de notre mix. D'où l'importance notamment de l'électrification des usages. Et donc, orchestrer un duel à l'intérieur de ces 25%, au regard de ces 60% d'énergie fossile qui sont une sorte de perfusion de notre économie, de notre système et de nos modèles de vie, il y a quand même quelque chose de totalement dérisoire et totalement absurde en réalité. D'autant que les enjeux, j'ai échangé avec des acteurs du gaz, les enjeux existent aussi pour les énergies fossiles. Le plan de transition pour le gaz, c'est de passer au biométhane, à des énergies totalement renouvelables en 2050. Donc, y compris pour les énergies fossiles et les réseaux existants, il y a des enjeux majeurs de transition qui se déroulent aujourd'hui. Dans cette logique, l'acteur économique joue un rôle clé, mais chacun d'entre nous, citoyens, joue un rôle majeur aussi. Et je voudrais, si vous le permettez, parler d'un sujet que vous abordez peut-être dans vos discussions de famille, que vous aurez à Noël. Vous aurez peut-être des discussions houleuses sur la transition écologique. En tout cas, vous, votre génération, dans toutes les familles, a eu un rôle extrêmement important de prise de conscience et de questionnement. Il est normal que la transition écologique crée des crispations dans notre société parce qu'elle percute, elle interroge le pacte social. Et j'aimerais l'expliciter un peu. Quand on regarde au niveau de l'individu, de chacune et chacun d'entre nous, il y a 4 types de changements que je modélise dans un ouvrage que je suis en train de finir là. 4 types de changements qui percutent directement ce pacte social. Le premier, c'est tous les changements qui relèvent de l'investissement. Vous avez une voiture thermique, vous allez passer à une voiture électrique. Vous êtes chauffé au fioul, vous allez passer à une PAC. Toutes ces logiques d'investissement. Il se pose de la même façon pour les entreprises. Je décarbone mon processus, j'investis pour décarboner mon processus. Ces logiques d'investissement et ces changements nécessitant des investissements, évidemment, posent des enjeux financiers. Le levier d'action publique qui existe clairement, c'est la subvention. C'est le plus classique, sous différentes formes. Ça peut être des avances remboursables, ça peut être des subventions pures, ça peut être des prêts à taux réduit ou des quasi-fonds propres pour les projets économiques. Donc c'est la subvention. Et pourquoi ça percute le pacte social? Parce que la première question qui se pose, c'est pourquoi l'argent de mes impôts, ou jusqu'où l'argent de mes impôts, irait financer, je prends 2 exemples un peu extrêmes, le logement de la personne en précarité qui n'a pas les moyens de se le payer, là on se dit solidarité, voilà, ou la décarbonation d'une entreprise qui fait du profit, qui remonte des dividendes. Donc vous voyez, le spectre de l'intervention publique est interrogé et interroge notre pacte social. Donc cette notion qui est interrogée, c'est la notion de solidarité, au sens où jusqu'où elle doit aller, jusqu'où on met le curseur, ça c'est un sujet de pacte social. Donc c'est normal que ça interroge notre modèle de vie en commun. Le deuxième type de changement, alors je l'adore celui-là parce que il m'a permis de buzzer, c'était mon premier buzz sur les réseaux sociaux, c'est le changement par habitude. L'habitude, c'est quoi? C'est les gestes de tri, ça c'est le plus classique. Finalement, vous ne gagnez rien quand vous triez bien, hein. C'est un acte gratuit, mais ça interpelle le civisme, parce que vous dites, je ne gagne rien, mais enfin ça ne me coûte rien non plus, et puis j'ai compris que c'était important, donc je le fais. Et j'avais buzzé en prenant en photo mon gel douche, et en me disant, en fait, un gel douche, si on y réfléchit 2 secondes, c'est une bouteille de plastique, 90% d'eau et 10% de produits actifs. Mais si, au lieu d'acheter mon gel douche, j'achète du savon, quelle est la conséquence? Et j'ai fait bosser un peu mes ingénieurs. La conséquence, c'est 185 millions de bouteilles de plastique, rien qu'en France, qui se retrouvent dans notre poubelle parce que vous choisissez le gel douche plutôt que le savon le samedi au supermarché ou dans votre livraison Amazon, ou je ne sais pas comment vous consommez. Et en fait, on se dit, mais c'est absurde, ça fait 10 tours Eiffel de plastique qu'on peut éviter juste par une habitude, un geste tout simple du quotidien. Et ces exemples-là, c'est un exemple très trivial,
Mais cet exemple-là, il est extrêmement parlant. Pourquoi est-ce qu'on fait 10 tours Eiffel de plastique juste parce qu'on choisit cette habitude de consommation? Et vous savez quoi? Personne n'est devenu malheureux parce qu'il est passé du gel douche au savon. Et en fait, ces sujets, pourquoi je le mets un peu en épingle? D'ailleurs, j'ai des grandes entreprises des cosmétiques qui m'ont dit « Non, tu ne peux pas dire ça sur les gels douche, il ne faut pas le dire comme ça. » Mais si, il faut le dire comme ça. La question de la transition écologique dans ses habitudes et dans ce changement des habitudes, c'est reposer la question. C'est s'interroger sur nos actes d'achat. C'était la campagne, pour ceux qui l'ont vu, des vendeurs. Une campagne qui amenait à nous interroger en disant chaque geste compte. Et puis finalement, 55% de l'empreinte d'un Français, c'est ce qu'il achète. Donc c'est légitime de se poser des questions sur ses habitudes d'achat et sur les gestes du quotidien. Elles comptent et elles comptent massivement parce qu'on est 68 millions. Donc quand on multiplie, ça nous fait notre 10 tours Eiffel de plastique de gel douche. Le troisième, donc ça c'est vraiment le civisme, hein, ce que ça interroge dans notre pacte social. Le troisième type de changement, il est plus compliqué, c'est le changement qui induit un renoncement. On adore prendre l'avion, on adore faire des petits week-ends de 3 jours au Maroc, mais on se dit c'est plus raisonnable, j'ai compris, ça a un impact, bon, je vais arrêter. Je mangeais beaucoup de viande un peu comme ça. Je me dis, finalement, j'en mangerai 2 fois par semaine avec de la bonne viande de qualité française élevée dans des pâturages plutôt que d'acheter tout et n'importe quoi. Bref, ça induit du renoncement. Et là, le levier d'action qu'on a, c'est de la prise de conscience, bien sûr, mais c'est aussi de l'engagement citoyen. C'est quelle est la part que moi, en tant qu'individu, je vais amener pour la transition, malgré le fait que c'est un renoncement pour moi. Parce que mon gel douche, ce n'est pas un grand renoncement. Mais là, par contre, peut-être il y a des choses auxquelles je suis attaché et sur lesquelles je vais être plus raisonnable, plus mesuré, revoir ma façon de faire. Je vais prendre plus le vélo que la voiture, je vais changer mes habitudes. Finalement, le transport en commun, c'est pas mal aussi. Donc cette réflexion de dire comment j'adapte mon style de vie et à quoi j'accepte de renoncer parce que j'estime que c'est ma contribution individuelle à la transition écologique. Et le dernier type de changement auquel on est individuellement confronté et qui interroge le pacte social, c'est tout ce qui est lié à la réglementation. Et l'exemple que je prends souvent dans cette thématique, c'est les ZFE, vous savez, les zones à faible émission. Et j'aime bien présenter les ZFE, non pas sur un sujet dogmatique ou théorique, mais se dire finalement c'est un conflit de liberté. Pourquoi? Un conflit de liberté individuelle. Parce que ce qu'on entend dans le débat public sur les ZFE, c'est j'ai ma voiture, j'ai une liberté constitutionnelle de circuler, pourquoi on m'empêche, on m'interdit d'aller au centre-ville avec ma voiture au diesel qui pollue? Et certains revendiquent cette liberté de pouvoir aller au centre-ville avec leur voiture. Et en réalité, il faut sortir de cette vision unilatérale de la liberté qui est absurde en réalité. Et je disais à un auditeur sur une radio alsacienne, c'était question-réponse, et il me disait ça, il me disait pourquoi vous m'interdiriez, on m'interdirait cette liberté constitutionnelle de circuler, parce que j'ai pas la moyen de passer à une voiture électrique. Et en fait, je répondais, mais en fait, il faut voir les choses comme des conflits de liberté individuelle, puisque le papa qui a un gamin dans sa poussette et qui traverse les passages piétons, le gamin, il est exactement à la hauteur de votre pot d'échappement, qui génère toutes ces microparticules qui vont direct dans ses poumons. Et il a peut-être le droit, lui aussi, de respirer un air plus pur. Et quand on voit les choses comme ça, on se dit, bon, finalement, ces sujets de réglementation sont des conflits de liberté. Le sujet avec l'agriculture, vous avez des travaux intéressants sur l'agriculture et la transition, sont aussi des sujets de conflit de liberté et des sujets de réflexion qui touchent au rapport entre l'individu et le collectif. Et là, ça percute clairement le pacte social aussi, en ce qu'il pose la question de la liberté individuelle et des rapports entre l'individu et le collectif. Donc ça, c'est le deuxième point que je vais partager avec vous. Aujourd'hui, la transition écologique me semble être un élément de débat citoyen. Et je crois d'ailleurs, pour prolonger, que c'est pour cela que les solutions de la transition écologique nécessitent des formes démocratiques qu'il faut peut-être réinventer. Et là, on est un peu au cœur du sujet. Je crois que c'était l'intuition du président de la République quand il a lancé la Convention citoyenne pour le climat. On en pense ce qu'on veut. Peut-être que l'erreur, ça a été de faire croire ou de laisser installer dans le débat plutôt l'idée selon laquelle toutes les
proposition des citoyens deviendrait une loi, ce qui est absurde. J'ai été parlementaire, même si vous êtes dans une majorité, avec une majorité, c'était à l'époque où il y avait des majorités, mais si vous êtes dans une majorité, si vous avez une idée sur 10 à vous qui passe et qui devient une loi ou un texte, comme j'ai eu le bonheur de le faire pour la loi sur les lanceurs d'alerte, vous êtes heureux. Donc on ne peut pas préjuger que 100% des idées qu'auraient eu les citoyens deviendraient une réalité. Et que la performance de cette nouvelle forme démocratique, ce serait justement le taux, le pourcentage d'idées qui se traduisent effectivement dans les lois. En disant à 30%, c'était pas très utile, à 50% c'est pas mal, et à 70% c'est jackpot. Et je crois que pourquoi je vous parle de ça? Parce que je crois que notre sujet commun, c'est comment on réinvente, notre sujet sociétal, c'est comment on réinvente ces formes démocratiques nouvelles, qui peuvent probablement pas venir des institutions aujourd'hui, elles peuvent en être probablement le catalyseur, mais pas la seule solution. Et on est tous attachés à nos modèles démocratiques, mais il y a probablement à réinventer. Et la transition écologique est un territoire d'expérimentation sur le sujet qui me semble particulièrement important. Donc ça, c'est cette deuxième idée sur la place du citoyen qui a un corollaire, c'est la place des territoires. J'en dis quelques mots, c'est dommage d'avoir si peu de temps pour partager tout ça avec vous, mais quelques mots sur les territoires. Je le disais et tu le rappelais en amont. Bien sûr, les lois qu'on vote à Paris sont importantes, mais ce qui va faire qu'un projet de transition écologique réussit ou échoue, c'est une alchimie territoriale. Est-ce que les élus locaux vont s'impliquer? Est-ce qu'ils vont pouvoir le porter? Est-ce qu'il va y avoir une acceptabilité citoyenne de ces projets? Est-ce qu'il va y avoir des acteurs économiques qui vont trouver un équilibre et un engagement? Est-ce qu'on va imaginer des solutions d'économie circulaire, par exemple, qui n'existent par définition que localement? Bref, on est dans cette logique de cette inventivité territoriale. Et ça change profondément, à mon sens, notamment les missions qu'on a à l'ADEME. Aujourd'hui, alors j'en suis à mon 104e déplacement en région pour voir la réalité en 2 ans et demi, pour voir la réalité de ces sujets-là, de ces innovations incroyables, de cette dynamique des territoires. Franchement, quand vous n'avez pas le moral sur la transition écologique, vous allez faire des tours en région sur les belles réussites, sur les projets qui marchent, et ça vous donne la pêche directement, ça je vous le garantis. Et notre rôle, c'est aussi ce que j'appelle l'essaimage, c'est-à-dire d'identifier ces sujets-là, de les modéliser et de les porter auprès d'autres collectivités pour les généraliser massivement. Je dis souvent que la transition écologique, les 2/3 du chemin, on les fera en généralisant massivement les solutions qui marchent. Et on a de la chance parce qu'on a une créativité de nos territoires qui est remarquable. Il y a bien sûr des programmes nationaux qui peuvent montrer ça et porter ça, mais je crois que l'enjeu et le rôle d'opérateurs comme nous, opérateurs de l'État, présents dans 27 villes de France, donc pas une couverture territoriale très fine, on a beaucoup de partenariats pour faire le dernier kilomètre. Mais le rôle d'opérateurs comme nous, c'est ce rôle d'essaimage. Donc j'ai eu la chance de créer le métier d'essaimeur, une essaimeuse et un essaimeur à l'ADEME. Donc c'est le métier de se poser ces questions, d'essayer de modéliser ça et d'essayer d'avoir des accélérations. L'avantage de cette approche, c'est que vous choisissez les projets qui marchent et donc vous êtes sûr de l'efficacité de votre action. Parce que vous avez mesuré, vous avez évalué, vous avez modélisé. Et vous savez, je prends des exemples tout simples, les solutions de géothermie de surface pour les EHPAD. C'est des solutions qui font du frais en été et du chaud en hiver, qui sont avec des dispositifs d'ailleurs d'aide et d'accompagnement avec le certificat d'économie d'énergie qui vont dynamiser la filière à partir du 1er janvier 2026. Autre exemple, les piscines municipales. Il y a un nombre considérable de piscines municipales qui doivent être rénovées. Le sujet de l'énergie va venir en premier, enfin très vite en tout cas. Et donc là aussi, les solutions qu'on peut essayer d'essaimer, elles vont avoir une efficacité très forte pour éviter qu'on reconduise des solutions peu optimales. Troisième point que je voulais faire après ce petit zoom sur le monde économique et après ce petit zoom sur les notions de pacte social et de l'impact sur le pacte social, c'est le sujet de la technologie. Alors nous, à l'ADEME, on n'est pas technosolutionnistes. Et je voudrais préciser ce que ça signifie dans mon esprit. Ça signifie qu'on ne peut pas rester les bras croisés en pensant que la technologie va tout résoudre. Et ça signifie aussi, dans notre esprit,
qu'on aide massivement l'innovation parce qu'on sait l'importance des travaux qui sont faits et des solutions, enfin, de l'impact des solutions qui sont en étude ou en développement aujourd'hui. Donc, cette logique-là, elle s'applique parfaitement pour l'intelligence artificielle. Il serait absurde de s'opposer à l'IA et il serait irresponsable de ne pas se poser la question de ses impacts. Et du coup, sur l'IA, qu'est-ce qu'on a fait? Et sur le numérique, qu'est-ce qu'on a fait à l'ADEME? On a commencé en 2021 par la première étude sérieuse avec l'ARCEP pour mesurer le poids de l'impact du numérique en France. Donc c'est à peu près 4% des émissions, 11% des consommations d'énergie en forte croissance, avec bien sûr des poids sur notamment le hardware et le poids du hardware, mais aussi les data centers, bien sûr. Le hardware, au passage, le sujet qui se pose tout de suite, c'est l'obsolescence programmée, qui évidemment vous conduit à renouveler souvent votre hardware et donc pose des questions majeures, mais je passe le détail. Donc c'était la première étude en 2021 avec l'ARCEP. Puis la deuxième étude qu'on a fait, c'est de dire, bon, dès lors qu'on voit un peu ce poids-là, comment peut-on éco-concevoir des services numériques? Ce n'est pas forcément intuitif. Éco-concevoir des services numériques. Donc il y a eu des travaux de recherche et d'ingénierie qui ont été faits avec l'ARCEP, avec l'ARCOM, avec nous en soutien, qui ont abouti à 92 ou 93 critères qui permettent de modéliser un applicatif ou une solution numérique, hardware, software, mais une solution numérique éco-conçue. Ce qui veut dire que bientôt, peut-être un jour, de même qu'on aura des éco-scores, j'en parlerai dans un instant, on aura des éco-scores, ben on pourra avoir une méthodologie pour évaluer le degré d'éco-conception d'un service numérique. Ce qui peut être intéressant quand on télécharge son apps, ben de voir l'impact de l'apps qu'on télécharge, par exemple. La troisième étape, c'était une première mondiale. C'était de se dire, OK, on voit qu'on peut éco-concevoir, mais au fait, l'IA, est-ce qu'un acteur de l'IA accepterait d'ouvrir le capot pour qu'on puisse, avec des méthodologies scientifiques, évaluer l'impact d'une requête, d'un développement d'un LLM, du développement de leur IA et de l'usage de leur IA. Et le premier qui a accepté de le faire, c'est Mistral. Et Mistral, on a la chance qu'il soit français. Et on a été les voir et ils ont dit bah, banco. Et donc ils ont ouvert le capot. On était avec Carbone 4 dans cette étude-là pour avoir la première méthodologie solide, scientifique, à capot ouvert, comme je dis souvent, sur l'évaluation de l'impact. Donc c'est un point zéro en quelque sorte. C'est dur de dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien, peu importe, mais c'est un point zéro. Mais si on pousse plus loin, j'avais des discussions avec Bercy sur le sujet, en fait, ça peut devenir un différenciateur puissant pour l'IA. Puisqu'on peut imaginer que tout acteur public qui lance ou qui cherche une IA mette dans son cahier des charges que la transparence sur l'impact est obligatoire. Et que donc il va falloir justifier, parce que là aussi il y a beaucoup de claims, il y a beaucoup d'affirmations comme ça un peu gratuites, sous couvert de méthodologies opaques. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'acteurs de l'IA, et Mistral était le premier, qui réellement acceptent que des ingénieurs externes regardent sans complaisance l'impact de leur IA. Et j'ai échangé avec la vice-présidente de Mistral récemment, qui me disait que c'était assez intéressant, parce que la première conclusion qui a été présentée par les équipes Carbone 4 et ADEME, les ingénieurs de Mistral ont dit non, mais il faut aller plus loin. Il faut qu'on pousse l'étude un cran plus loin. Et donc, ils ont été eux-mêmes très exigeants pour dire, et finalement, ça a alourdi leur empreinte carbone. Donc, vous voyez, ce n'était pas du défensif. C'est des ingénieurs qui se disent, bien sûr, on croit dans notre outil, on croit dans ce qu'on fait, mais allons sans complaisance. Regardez l'impact de ce que ça peut avoir. Donc ça, c'était la quatrième étude. La troisième étape, qui me semble importante dans les travaux sur l'IA et qui était une première mondiale. Enfin, je le redis et je salue cet acteur de l'IA qui a vraiment fait le choix de la transparence, pris le risque de la transparence plutôt que du greenwashing de certains GAFA qui jamais n'ouvriront le capot à qui que ce soit. Et puis la dernière étape, c'est l'IT for Green. On a publié la première étude sur
5 cas d'usage de technologies fondées sur l'IA et le numérique pour voir leur analyse de cycle de vie. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et en fait, c'est passionnant à regarder ça. Parce que c'est pour moi là le curseur entre l'innovation utile qui va aider à la transition écologique et celle qui un peu relève du gadget, voire qui n'est pas très efficace en termes carbone. On prenait l'exemple, dans ces 5 cas d'usage, pour prendre 2 exemples extrêmes, si vous avez de l'éclairage au LED, que vous coupez 4 heures dans une commune la nuit, avoir un truc ultra intelligent avec de l'IoT partout, qui va vous tuner exactement à quel moment on allume quoi, en fait, l'analyse du cycle de vie, elle n'est pas terrible. Alors, si vous avez une ville intelligente avec de l'IoT partout, le coût marginal de ces solutions-là est très faible, donc ça peut valoir le coup. En revanche, investir que pour ça, sachant que les LED consomment très peu, n'a pas un bon retour sur investissement carbone d'un point de vue très, très mathématique. Donc, vous voyez cette espèce de pas de recul sur la technologie pour dire, bon, là, elle n'est pas déterminante, alors que dans certains domaines, elle est colossalement impactante. Pour prendre des exemples sur l'optimisation des réseaux électriques, elle est fondamentale. Vous connaissez peut-être les notions d'effacement, je ne sais pas, vous étudiez tout ça, mais les notions sur les réseaux électriques, vous savez qu'un réseau électrique, il faut équilibrer à tout instant l'offre et la demande, et donc vous avez 2 solutions, soit vous produisez plus, et là vous faites tourner des centrales à gaz, ici combiné gaz par exemple, soit vous consommez moins au moment du pic. Et la réalité, et on revient au 2e point sur l'engagement citoyen et sur les habitudes. En réalité, si RTE, qui est le réseau de transport électrique, vous appelait en disant on est en juillet, mais le problème c'est qu'on n'a pas de vent, donc les éoliennes ne marchent pas, et puis j'ai 2 nucléaires, 2 réseaux de réacteurs nucléaires en maintenance. Donc là, j'ai un pic ce soir à 21h, est-ce que tu ne voudrais pas attendre pour mettre ta machine à laver? Vous diriez oui, pas de problème, t'inquiète pas, RTE. Et aujourd'hui, cette logique-là d'effacement diffus multipliée par 30 millions de foyers en France, elle est possible par de l'intelligence artificielle ou des solutions numériques qui permettent, ou de big data, qui permettent au niveau micro-local de décider que quand il y a un pic d'électricité, par exemple, moi, ça ne me dérange pas que ma voiture électrique ne soit pas chargée dès lors qu'elle soit à plein à 7 h du matin. Et ça ne me dérange pas qu'il fasse 2 degrés de moins chez moi, parce que pendant 1h30, c'est pas très grave, je m'en rendrai à peine compte, je mettrai un pull de plus. C'est ma contribution. Et ça ne me dérange pas que mon eau, qui de toute façon est dans le ballon d'eau chaude, ne soit pas chauffée à ce moment-là. Donc vous voyez, cette intelligence de l'usage, aujourd'hui, on en est très loin en réalité, alors qu'elle est si simple et elle est si peu impactante. Et bien ça, les outils technologiques, évidemment, sont indispensables, notamment en IA, sont indispensables pour passer à l'échelle et répandre des sujets comme l'effacement diffus, qui sont si importants dans l'équilibre du réseau électrique. Au passage, dans ce débat sur l'intermittence des énergies renouvelables électriques versus le nucléaire, faisons-nous confiance. On arrive à gérer nos réseaux électriques. Bien sûr, c'est un enjeu d'équilibrage, mais il serait absurde de se priver d'une abondance d'électricité décarbonée dans un monde, encore une fois, ou dans une société sur laquelle c'est uniquement 25% de nos usages et où la priorité, c'est de développer ça. Donc ces sujets de technologie que vous manipulez au quotidien, ces sujets d'intelligence artificielle auxquels vous serez tous confrontés, eh bien, c'est des sujets qui me paraissent particulièrement importants, avec cette approche qu'on essaye de porter, qui est une approche pro-innovation, mais sans l'aveuglement du tout technologique et surtout du choix de ne pas agir parce qu'on pense que la technologie résoudra tout, qui est pour moi la définition propre du technosolutionnisme. Dans cette logique-là, alors je ne sais pas combien de temps il me reste, il faut que je fasse attention ouais, il me reste encore un petit peu de temps, pas 10 minutes. Je voudrais partager deux éléments pour finir. Enfin, pas tout à fait 10 minutes d'ailleurs, parce que je voudrais avoir le temps des questions-réponses. D'abord sur l'ADEME, j'aimerais vous faire mes 10 minutes de plaidoyer pro-ADEME quand même, parce que c'est dans le débat public. Peut-être qu'à Noël, certains vous diront tous ces opérateurs inutiles. L'ADEME, c'est quoi? L'ADEME a 2 missions. Vous savez que c'est un opérateur de l'État. On a 2 missions globalement. L'expertise, on a 600 ingénieurs sur le territoire, et puis d'accompagner avec les moyens financiers de l'État des femmes et des hommes qui décident dans leur entreprise ou dans leur collectivité de mener des projets de transition écologique. Donc nous, on ne crée pas de réglementation, on n'est pas là pour surveiller ou pour sanctionner, on est là pour accompagner ceux qui portent des projets de transition écologique.
Les budgets sont importants. C'est 3,4 milliards d'euros l'an dernier. 3,5 cette année, probablement 3,6 l'an prochain. Pourquoi? Ils sont importants parce que l'État a compris, et Bercy est très actif sur ne laissons pas le déclassement de notre économie arriver. Tout ce que j'ai raconté en début de session sur la vulnérabilité, sur l'importance de la décarbonation, l'État sait que sur des projets dont la rentabilité n'est pas forte, l'engagement de l'État, plus que jamais, les entreprises ont besoin de l'État sur ces projets-là. Et je dis plus que jamais, en réalité, le seul élément positif dans un business case, quand vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous présentez à vos actionnaires un investissement pour de la décarbonation, c'est que ça permet en général de diminuer la consommation d'énergie parce que vous repensez votre modèle énergétique, vous réutilisez la chaleur fatale, vous pensez votre chaîne d'énergie différemment. Donc vous la décarbonez, mais en plus, vous réduisez cette énergie. J'étais à une inauguration d'un acteur qui fait des panneaux OSB. Et le patron, là, il y avait tous les énergéticiens qui étaient là, il disait mon projet de décarbonation a commencé par 15% d'énergie en moins. Et donc ça, c'est le seul élément de rentabilité directe et de retour sur investissement direct d'un projet de décarbonation. Le reste, c'est plus du stratégique, de l'existentiel, et donc c'est compliqué à financer. C'est compliqué à financer. Ceux qui les financent le mieux, c'est les ETI familiales, parce que les patrons d'entreprises ETI familiales, ils raisonnent à la génération d'après. Vous avez des patrons qui vous disent « Moi, je veux créer l'entreprise pour ma petite fille ou mon petit-fils qui un jour la dirigera. Donc, je veux la projeter dans le monde de demain. Donc, même si ça me coûte, même si c'est peu rentable, je vais me décarboner parce que je sais que le monde de demain, il sera différent de celui d'aujourd'hui. Et je veux leur passer un actif économique qui soit prêt pour les enjeux de demain. » Mais beaucoup d'entreprises ont du mal à s'inscrire dans le long terme. En tout cas, le rôle de l'État est essentiel. Donc, l'État investit massivement dans la décarbonation des entreprises. Nous, on gère cet argent pour le compte de l'État. Et on le gère avec un indicateur qui est l'efficacité carbone de l'euro investi. Alors, je résume, parce qu'on gère avec beaucoup plus d'indicateurs que ça. Mais l'efficacité carbone de l'euro investi, c'est-à-dire pour 1 million d'euros investis par l'État, combien ça économise de tonnes de carbone. Et c'est dans nos objectifs de l'ADEME. Vous savez qu'on a un contrat d'objectif avec l'État, on est un opérateur, c'est des gens de droit privé d'ailleurs, à 95%, qui donc, dans chaque subvention qu'on donne, on suit cet indicateur-là, et maintenant jusqu'au plus haut de notre organisation, ça fait partie, pour la première fois, notre contrat d'objectif et de performance contient des indicateurs chiffrés, exigeants et mesurables sur cette notion de la bonne utilisation, en réalité, de l'argent public qu'on nous confie. Une fois qu'on nous confie cet argent-là, nous, on lance des cahiers des charges, on les travaille, on lance des appels à projets, on classe les différentes entreprises en fonction de ces appels à projets, et puis on contractualise, ce qui, dans des projets de décarbonation pluriannuels, c'est le travail d'ingénieurs et de juristes d'essayer de signer des contrats. On a pu le faire avec ArcelorMittal, pour prendre les exemples les plus lourds, hein, c'est 850 millions d'euros sur un projet d'1,6 milliard de décarbonation qui change de forme, hein, mais en tout cas, c'est nous qui signons ce contrat. Donc vous imaginez le travail d'ingénieurs pour modéliser avec leurs ingénieurs quelles seront les différentes étapes, comment on mesure l'efficacité carbone, comment on peut en rendre compte et être sûr que l'argent de l'État est bien placé en termes de décarbonation. Donc ça, c'est la grosse partie des 3,4 milliards, c'est 2,5 milliards exactement. La deuxième, c'est le fonds chaleur. Et là, je voudrais partager une métrique avec vous. Le fonds chaleur, c'est quoi? C'est pour fabriquer des réseaux de chaleur d'énergie renouvelable thermique. Énergie renouvelable thermique, ça va être de la géothermie, dont on parlait tout à l'heure. De la géothermie, ça peut être de la biomasse, ça peut être des solutions de solaire thermique. Et ce fonds chaleur, ça peut être de la méthanisation sur des projets de méthanisation indépendamment des tarifs de rachat. Ce fonds chaleur, on a modélisé d'un point de vue macroéconomique, quand l'État injecte 1 milliard d'euros dans le fonds chaleur, globalement, ça donne 2,8 milliards d'argent privé, puisque c'est des entreprises privées. Nous, l'État ne subventionne que 30% du projet, donc le reste, c'est de l'argent privé, qui donne 1,8 milliard de PIB, et 1,8 milliard de PIB, en moyenne, ça rapporte à l'État 800 millions d'euros à peu près. Donc un retour sur investissement de l'État important, avec en plus 50 TWh de gaz économisés
depuis que le fonds chaleur existe, c'est-à-dire 2,5 milliards de déficit de la balance commerciale en moins tous les ans. Vous vous rappelez les 64 milliards dont je parlais tout à l'heure d'importation des énergies fossiles, eh ben c'est 2,5 milliards de moins avec ce qu'on a fait du fonds chaleur. Et si on prolonge ce fonds chaleur jusqu'en 2050, c'est 10% des économies qu'on doit faire en carbone qui seront atteintes grâce à ce fonds chaleur. Juste pour vous donner un chiffre, je ne sais pas si vous l'avez tous en tête, mais d'ici 2030, c'est 105 millions de tonnes de carbone qu'on doit économiser. Donc nous, on aura notre part sur ce fonds chaleur à hauteur de 10%. Dernier point, l'ADEME, c'est aussi une contribution à la réduction, évidemment, et au resserrage des finances de l'État, un resserrage nécessaire des finances publiques. Donc sur tout ce qui n'est pas la décarbonation des entreprises et le fonds chaleur, là, c'est une baisse importante, une refocalisation, un recentrage. Donc là, c'est notre contribution entre 2025 et 2026 à hauteur d'une trentaine de % de budget en moins pour pouvoir nous focaliser sur l'essentiel et pouvoir participer au redressement des finances de l'État. Donc tout ça pour dire que dans ce débat, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que l'État met trop d'argent dans la transition écologique ? J'espère vous avoir convaincu que pour le monde économique, c'est une nécessité, que pour les réseaux de chaleur, c'est rentable et utile. Et pour plein d'autres domaines, je n'ai pas le temps d'élaborer, mais pour l'économie circulaire et d'autres, c'est aussi des investissements importants plus que des dépenses à fond perdu. Et la deuxième question, c'est est-ce que l'ADEME fait bien son job ? Et là, autour de la table de Noël, si on vous dit que tout ça, c'est dispendieux, dites-leur juste deux choses. Inspection générale des finances, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est les gens les plus pointus à Bercy, qui ont fait des hautes études et qui analysent la bonne utilisation de l'argent public, notamment. Et on a eu la chance de vivre, j'ai eu la chance de vivre, à 7h30 du matin, sur 4 de nos sites, 11 inspecteurs des finances qui sont venus tout disséquer chez nous. Ils sont tellement plus qu'ils sont restés 4 mois, et ils ont regardé chaque euro dépensé, chaque efficacité de processus, ils ont regardé tout à la loupe. Et ils ont conclu, petit 1, que l'ADEME est globalement bien gérée. C'est pas moi qui le dis, c'est ces 11 inspecteurs des finances, noir sur blanc, dans leur rapport. Et petit 2, ils ont même recommandé de poursuivre la hausse des effectifs. Ce serait un peu long à l'expliquer, mais on a beaucoup d'ingénieurs qu'on recrute même en intérim et qui disent je viens parce que j'ai envie d'être là où ça se passe avec des actions concrètes et les mains dans le cambouis de la décarbonation et de la transition. Mais évidemment, c'est des enjeux qui pour nous sont importants de maintenir cette force de frappe pour la transition écologique. Et donc ils ont proposé de continuer la hausse des effectifs. Donc ça, c'est la première partie de réponse. Et la deuxième partie, maintenant, notre contrat d'objectifs fixé par l'État nous oblige à faire des enquêtes de satisfaction. Et j'en suis très heureux. Moi, je viens du monde des télécoms. À l'époque, on faisait des enquêtes de satisfaction tout le temps. Et elles disent quoi, ces enquêtes de satisfaction ? Elles distinguent ceux à qui on a dit oui sur des subventions et ceux à qui on a dit non. Et elles montrent que ceux à qui on a dit non sont satisfaits à 62%, satisfaits ou très satisfaits. Pourquoi ? Parce que nos ingénieurs les accompagnent, parce qu'ils comprennent que leur projet n'est pas assez bon et qu'ils doivent progresser, parce qu'on accepte, quand on est une entreprise, de s'entendre dire ton projet, il n'est pas assez bon, il faut le pousser un cran plus loin. Et si vous avez des ingénieurs spécialisés en décarbonation qui vous accompagnent pour le faire, ils le comprennent, ils l'acceptent. Donc 62% de satisfaits ou très satisfaits dans ceux à qui on dit non, et 96% sans surprise pour ceux à qui on dit oui. Donc tout ça pour dire que dans vos dîners de Noël, quand vous aborderez, il y a forcément un moment de la conversation où vous aborderez soit la transition écologique, soit les opérateurs de l'État. Je voulais vous partager ces quelques clés de décryptage. Et puis dernier point, j'ai vu ce matin, et vous m'avez présenté, l'équipe de management, ce que vous faites dans le domaine de la transition écologique et des réflexions que vous menez. Moi, je crois que si j'avais un message à vous passer, c'est que vous, dans cette salle, étudiants, ingénieurs, quel que soit votre profil, quelle que soit votre carrière après, vous aurez de toute façon une part à prendre et une responsabilité et un pilotage de la transition écologique dans vos entreprises, dans vos organisations, dans votre vie de citoyen. Et que la question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez les bonnes clés de décryptage, les bons outils pour pouvoir faire votre chemin, pour pouvoir décider comment l'organisation dans laquelle vous serez pourra évoluer, comment elle se dérisque et elle diminue sa vulnérabilité, comment elle prend le chemin de la transition écologique. Et croyez-moi, vous qui êtes dans cette salle,
Vous êtes une partie de la solution. Donc pour ça, soyez-en remerciés. Merci beaucoup pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle et comment on fait pour les questions. Alors déjà, un truc sur les questions. Si jamais vous voulez me poser des questions, mais soit ça ne s'y prête pas, soit on n'a pas le temps, je m'engage à répondre sur LinkedIn à toutes les questions qui seront posées, mais que pendant 72 heures, parce qu'après, je passe à autre chose. Mais pendant 72 heures, si vous avez été là, ou si vous me regardez dans la visio, je crois qu'il y a une visio, n'hésitez pas sur LinkedIn à me poser les questions que vous voulez. Je m'engage à y répondre pendant 72 heures. Comme ça, si vous avez des questions générales ou des réflexions sur la transition écologique, je m'engage à les lire avec attention et à y répondre. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je suis André, je suis responsable entrepreneuriat ici à l'UTT. J'aime bien aussi dire que l'engagement commence souvent dans les associations, notamment ici à l'UTT, où on est bien loti par cet engagement étudiant. Et je sais qu'ADEME aussi, justement, les accompagne. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison, dans la transition écologique, l'association résonne bien, notamment avec le troisième axe que je décrivais tout à l'heure du changement, c'est l'engagement citoyen. Finalement, le moteur associatif, c'est un moteur d'engagement et de sens qu'on donne à son engagement. Donc c'est exactement de cela dont on a besoin. Donc il y a beaucoup d'associations qui, en développant cette logique d'engagement, développent par là même une approche du respect de l'environnement dans lequel on est, qu'il soit humain ou qu'il soit environnemental, une approche de respect, une approche de réflexion sur son rôle par rapport au collectif. Donc ce levier associatif, j'y crois beaucoup dans ma vie personnelle où j'ai été très impliqué dans le mouvement associatif, notamment chez Unicité, une magnifique association qui travaille sur le service civique. Le rôle de l'ADEME, il est réellement ciblé sur soit des projets de transition écologique, soit des initiatives ou des innovations qui peuvent être un facteur d'accélération de ce changement. Donc c'est comme ça qu'on conçoit notre rôle. Les budgets sont assez limités et en même temps, je le vois notamment auprès du monde économique. Et on a une branche qui s'appelle ADEME Investissement, qui est une filiale de l'État pour le coup, mais qu'on opère pour le compte de l'État, qui prend des participations dans des entreprises. Et en fait, ce que les entreprises recherchent, ce n'est pas tant l'argent qu'on y apporte, bien sûr c'est important l'argent qu'on y apporte, mais ce n'est pas tant ça que la crédibilité du projet dès lors qu'on a choisi de l'accompagner, qu'il soit associatif ou qu'il soit économique. Si on choisit d'accompagner un projet, c'est qu'on y croit. On ne le fait jamais par obligation ou parce que les gens sont sympas. On le fait parce qu'on y croit et qu'on croit, ça c'est très important, que le passage à l'échelle est possible et peut être un game changer significatif. Et c'est ça, je crois, qui est parfois extrêmement important à positionner. Bien sûr, un projet peut être sympathique, mais s'il n'a pas la possibilité de passer à l'échelle, ce n'est pas ce qu'on vise. On vise des projets qui peuvent être essaimés, qui soient économiques ou associatifs. Donc c'est un peu ça l'approche qu'on essaye de déployer au quotidien. Alors, y a-t-il des questions? J'aurais peut-être pas dû dire que je répondais sur LinkedIn, parce qu'il y en a plein qui osent plus poser de questions, du coup. Merci. Bonjour, Anne Patru, directrice générale des services. J'avais une petite question. L'ADEME, donc c'est français, mais est-ce qu'au niveau européen, vous avez des équivalents dans d'autres pays européens et on voit bien que les relations internationales et européennes et la nécessité d'avoir une force de frappe européenne est indispensable sur ce type de sujet. Donc, comment ça se présente? Excellente question. Vendredi, je ne sais pas si vous connaissez mon agenda, vous avez peut-être vu mon agenda. Vendredi, on organise, jeudi, vendredi, 2 jours avec des experts internationaux d'un réseau de nos homologues dans le domaine de l'énergie. Alors, les situations sont différentes par pays. C'est rare qu'on ait à la fois des sujets d'énergie, des sujets de décarbonation et des sujets d'économie circulaire dans le même opérateur. Nous, on a un rôle à la fois d'expertise et à la fois de subvention pour le compte de l'État. Donc, chacun a sa forme propre. Mais jeudi et vendredi, on a la réunion annuelle de ces membres de ce réseau au niveau international sur des sujets de recherche. En l'occurrence, c'est plus comportemental.
Mais en février dernier, on a fait pour la première fois une réunion de l'ensemble des dirigeants de mes homologues et moi-même, c'était à Dublin. Et en fait, on a mis sur la table l'importance d'une coopération. Je crois que vous travaillez beaucoup sur les réseaux, notamment universitaires. Tu m'en as beaucoup parlé, vous m'en avez tous beaucoup parlé. Et je crois que la vraie question qu'on doit se poser, c'est d'une part, y a-t-il un retour sur investissement de temps, participer à ce genre d'alliance, mais surtout, quelle est la valeur ajoutée qu'on crée qu'individuellement on n'aurait pas été capable de créer. Sur la première question, pour nous, quand on était en février ensemble, on s'est dit, commençons par partager 2 ou 3 études dont on pense qu'elles sont utiles pour les autres. Par exemple, nous, on partage une étude sur les PAC, les pompes à chaleur. Parce qu'en fait, on s'est posé la question, il y a 2 ans, est-ce qu'il y a un Dieselgate des PAC? Est-ce qu'elles sont à la hauteur des performances qu'elles annoncent ou pas du tout? Et donc, on a instrumenté 100 logements en situation réelle, avec des outils de mesure sur lequel on a mis un souci méthodologique particulier, parce que si on tombait sur un Dieselgate des PAC, alors je peux vous dire qu'il fallait être robuste dans la mesure et dans la méthodologie, parce que sinon on se serait fait évidemment allumer. Et en réalité, on a découvert des performances nettement supérieures à ce qui était attendu, des scopes de 2,9, peu importe le détail. Et ça, mais aussi un tiers des PAC qui ne sont pas assez bien programmés, configurés, qui nécessitent maintenant un travail avec les filières pour optimiser ça, parce que c'est trop bête d'investir dans une PAC et qu'elle ne soit pas optimisée. Bon, bref. Donc cette étude-là, on s'est dit, mais finalement, une PAC en Belgique ou en France ou en Italie, c'est pas très différent. Et donc ça, on la partage. Et chacun, on partage donc des études, les 2-3 études clés, phares des dernières années, pour pouvoir le mettre au pot commun de l'expertise. La deuxième question, c'est quelle valeur on crée dans l'alliance, en plus que la somme des valeurs de retour sur investissement du temps direct qu'on peut avoir chacun. Et là, on s'aperçoit que les modèles énergétiques sont certes particuliers. En Allemagne, en France, c'est des modèles différents. Et pour autant, il y a une valeur forte dans les logiques de partage, d'interconnexion de réseaux, de réflexion sur les sujets communs, parce que les enjeux sont les mêmes en réalité. La vulnérabilité aux énergies fossiles dont je parlais tout à l'heure, les enjeux de décarbonation sont les mêmes, l'enjeu du biométhane et du gaz et de son transfert vers du gaz vert et du gaz renouvelable, tous ces sujets sont communs à beaucoup d'acteurs. Et donc la question, c'est comment ces réseaux peuvent apporter de la valeur. Je n'ai pas de réponse toute faite. Notre première réunion, je le disais, était en février, non pas des équipes techniques qui se parlent depuis des années, mais des dirigeants. Et donc je crois que maintenant, c'est le rendez-vous qu'on a, c'est comment on passe à un échelon de création de valeur supérieure par la force de l'alliance et du fait qu'on arrive à créer de la valeur par ce partenariat même. Je crois que c'est un sujet que vous avez aussi dans vos partenariats, on en parlait un petit peu, avec comment vous êtes plus que la somme d'une juxtaposition dans un réseau, mais que vous créez une valeur qu'individuellement, chacun n'aurait pas été à même de créer. Donc voilà, c'est un peu ça peut-être les enjeux qu'on a en ce moment. Et puis l'ADEME figure dans certains traités internationaux. Vous avez l'État qui est français qui va signer une convention avec un État tiers. Mais parfois, la transition écologique en fait partie. Et du coup, l'intervention de l'ADEME peut en faire partie, comme on a eu à certaines époques sur des contrats de développement ou même de coopération sur des thématiques de transition écologique. Oui, on a 2 questions. Oui, bonjour, Victor Petit, enseignant-chercheur ici. Merci beaucoup. Vous connaissez beaucoup mieux le monde économique dans sa diversité que moi. Vous avez dit à voix haute que l'ADEME n'était pas de technosolutionnisme, nous le savons, et vous avez pris des exemples dans les habitudes d'une page changement d'habitude, avec votre exemple du shampoing, et celle du renoncement, donc qui serait plutôt des voies dites de sobriété dans vos scénarios. J'aimerais savoir, parce que les solutions que vous avez données là relèvent quand même de solutions techniques, à commencer par cette merveilleuse pompe à chaleur, mais de savoir si vous avez des exemples à nous donner d'attitudes, de changement d'habitude ou de ce que vous appelez renoncement dans le monde économique, enfin dans le milieu entrepreneurial. Excellente question. Voilà, merci. Excellente question. On a mené un projet avec 16 groupes français en 2 promos de 8 pendant 18 mois
sur si j'intégrais les limites planétaires dans mes offres marketing, qu'est-ce que ça donnerait? Ce qui est exactement l'illustration de ce que vous dites. C'est-à-dire comment on transforme nos modèles économiques et nos offres aux clients en prenant en compte les limites planétaires. On a plusieurs exemples qui sont très intéressants. Évidemment, le premier, c'est celui du passage de l'acte de vente à de la location de service. L'exemple que je prends souvent, c'est celui d'un fabricant d'essuie-mains, les rouleurs, là, dans un hôpital, et qui s'est dit, au lieu de vendre tout ça par appel d'offres et par lot tous les 2 ans, je vais essayer de vendre du service. Et qu'est-ce que ça change? Ça change que le critère numéro 1 de profitabilité, c'est la durabilité du bien. Ça change que quand vous multipliez par 2 la durée de votre essuie-main, ben vous optimisez votre marge, vous avez plus de satisfaction client, parce que lui, il a pu à s'occuper de trucs défectueux, vous avez plus de marge, et vous avez plus d'intérêt pour la planète, parce que vous consommez 2 fois moins de ressources. L'alignement de l'intérêt du client, de l'intérêt de l'entreprise et de l'intérêt de la planète, c'est ça qu'on essaye de faire dans les offres marketing. Et puis un deuxième exemple criant que je cite souvent parce qu'il m'a tellement marqué d'un point de vue personnel, c'était ce vendeur de pesticides qui, au lieu de vendre du pesticide, s'est mis à tester la vente d'hectares de blé en bonne santé. Avec des logiciels d'IA d'ailleurs, avec la micro-localisation du champ, les vents, l'humidité, etc. Il dit à l'agriculteur exactement la quantité de pesticides qu'il doit mettre à quel moment. Résultat, 25 à 30% de baisse de pesticides à l'hectare. Avec un client, l'agriculteur, qui est satisfait parce qu'il a une garantie, et si son champ de blé n'est pas en bonne santé, eh ben, il aura des dédommagements financiers. Avec une optimisation pour le vendeur de pesticides, parce que le pesticide devient un coût, alors que jusqu'à présent c'était un chiffre d'affaires, et donc une conception complètement différente, y compris pour ses forces commerciales. Et puis pour la planète, évidemment, parce que 25 à 30% à isomodèle de pesticides en moins, bah, il faut prendre. Il faut prendre. C'est un impact énorme sur les ressources, sur le carbone et sur tous les impacts que peut avoir un pesticide. Donc voilà des exemples, il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont assez pionnières dans le sujet. Mais cette façon dont on repense son modèle économique en termes d'offres marketing, et d'ailleurs c'est assez symptomatique parce que ces workshops, elles ont commencé avec les directeurs RSE, elles ont fini avec des directeurs marketing qui sont intéressés au sujet. Vous voyez, en disant, bah oui, mais là on touche le cœur du cœur de l'entreprise, et du coup on ouvre des perspectives différentes pour les forces commerciales, les forces marketing, et ce lien, cette relation si importante qu'on a avec nos clients. Donc voilà peut-être les quelques exemples que je voulais partager. Et il y avait une deuxième question là-haut. Bonjour, oui, merci beaucoup. Bonjour. Pauline Picot, chercheuse postdoctorante. Vous avez souligné l'importance de l'évaluation des projets et des éventuelles solutions qui voudraient s'inscrire dans la transition écologique. Mais je me demandais à partir de quel moment et surtout par rapport à quelle référence vous pouvez juger qu'un projet est suffisamment bon. Est-ce que c'est en termes d'émissions évitées? Est-ce que c'est un budget carbone qu'on voudrait plafonner? Voilà. Très intéressant. Il faut absolument que vous veniez nous voir à l'ADEME pour qu'on vous explique tout ça plus longuement. Mais si je résume, d'abord on a des démarches, vous connaissez les démarches d'analyse de cycle de vie qui sont très normées, qui sont très méthodologisées, qui grosso modo montrent l'impact par rapport à des scénarios différentiels, l'impact que ça peut apporter sur beaucoup de critères, qui sont les mêmes d'ailleurs qu'on voit sur les affichages environnementaux, sur lesquels on a 16 critères, dont l'écotoxicité, dont la consommation d'eau, dont beaucoup de sujets qu'on peut avoir à gérer. Donc c'est très multicritères sur des méthodologies très scientifiquement établies, solides. Mais on a notamment un outil qui s'appelle Empreinte, la base Empreinte. La base Empreinte, c'est quoi? C'est d'abord, Empreinte, c'est quoi? C'est grosso modo le fondement de tout ce qui concerne l'affichage environnemental. D'ailleurs, c'est un appel général. Hein. Si vous voulez vous poser la question de combien vous pesez en carbone, parce que c'est intéressant de monter sur la balance dans votre vie et de peser, aller sur nos gestes climat qui permet de monter sur la balance et de voir comment dans nos modes de vie combien on pèse. Mais si vous voulez aller un cran plus loin, parce que voilà, vous êtes engagé, si vous voulez aller un cran plus loin, allez voir la base Empreinte et allez voir combien coûte pour l'environnement le t-shirt de fast fashion que vous achetez
par rapport à un autre, je sais pas, un t-shirt recyclé fabriqué en France, par exemple, dont le prix va être différent, bien sûr, mais dont l'impact va être aussi différent et la durabilité va être différente. Et allez voir aussi la base empreinte projet. Empreinte projet, c'est un peu la réponse à votre question, c'est-à-dire comment on regarde la valeur d'un projet et en fait, est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas. Et ça, c'est en différentiel par rapport à son impact, en prenant en compte son impact, pas seulement carbone, bien sûr, mais multicritères. Donc, il faudrait que vous veniez voir nos ingénieurs, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que, petit 1, tout a un impact, en fait. Voire discussion sur les ENR. Oui, tout a un impact, c'est sûr. Et que la question, c'est des scénarios différentiels. Est-ce que ça vaut la peine de piloter un projet et comment il va avoir un impact différentiel par rapport à l'existant? C'est des sujets très compliqués. L'économie circulaire est peut-être un des sujets les plus complexes, où vous dites, tiens, je vais faire un truc de recyclage, machin chose, essentiel, fondamental, etc. Mais est-ce que ça va avoir un impact plutôt positif ou négatif? Est-ce que si c'est à base de traitement chimique, on va vraiment être sur un gain pour l'environnement ou pas? Est-ce que c'est en conflit avec des solutions mécaniques peut-être moins consommatrices? Ces sujets sont complexes. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, que c'est un sujet d'ingénieur en vrai. Parce qu'il y a la belle idée de faire plus de recyclage, il y a aussi des idées en amont de faire moins de mise sur le marché peut-être et de le faire de façon plus juste. Mais c'est des sujets complexes et scientifiques. Et en fait, la transition écologique, pour moi, je suis arrivé à l'ADEME à un moment où je me suis rendu compte avec clarté qu'on a changé d'ère. On n'est plus à l'ère des visionnaires, lanceurs d'alerte, qui ont eu leur rôle, bien sûr, qui ont fait bouger les choses. On est à l'ère de la science, de l'indicateur, de la mesure, de la performance dans la transition écologique, de l'efficacité de cette transition écologique. Et aussi de s'interroger. C'est un point important. Vous parliez de sobriété tout à l'heure. De s'interroger sur l'utilisation qu'on en fait. Donc un projet, ça concentre un peu tout ça. Ça concentre comment est-ce que cette solution technologique s'incorpore dans un flux, dans une situation, et comment est-ce que son impact, on va pouvoir le mesurer d'une façon assez objective et peut-être l'optimiser par rapport au projet initial qui nous était soumis. Donc voilà un peu comment on traite de ce point-là. Vous avez parlé tout à l'heure, je rebondis sur la sobriété. Qui m'en a parlé? Oui, c'est vous. Sur la sobriété, je voulais redire, pour moi, la sobriété, c'est se poser les bonnes questions, se poser des questions, et c'est l'intelligence de l'usage. Il y a un exemple que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des perceuses chez vous, mais une perceuse, en moyenne, vous en servez 7 minutes par an. 7 minutes par an. Donc si vous habitez un immeuble avec 20 logements, vous avez 20 perceuses qui sont utilisées 7 minutes par an. Et donc il y a peut-être une intelligence de l'usage qui consiste à dire, plutôt que d'aller acheter ma 3e perceuse chez Leroy Merlin, on peut peut-être, je sais pas, faire une boucle WhatsApp entre les voisins et se prêter la perceuse, la ponceuse ou je ne sais quoi. Donc cette intelligence de l'usage qui n'existe que dans les territoires, qui n'existe qu'au niveau local, qui n'a de sens qu'au niveau local, que les plateformes d'ailleurs parfois peuvent booster. C'est finalement aussi le covoiturage ou les solutions de mobilité un peu partagées qui peuvent émerger facilement avec les outils technologiques d'aujourd'hui. Mais l'intelligence de l'usage fait aussi partie de cette sobriété qu'on vise. Donc c'est vrai que c'est important pour nous d'expliquer que la sobriété, quand on dit se poser les questions, s'interroger sur l'acte, et avoir cette intelligence de l'usage, c'est très éloigné des caricatures absurdes qu'on voudrait faire sur un monde décroissant au retour dans les cavernes. Enfin, c'est des débats tellement caricaturaux qu'il est important de préciser que cette sobriété, elle a sa place. Et d'ailleurs, elle a sa place dans tous les scénarios. Vous savez, on vous avait parlé des scénarios, on a modélisé 4 scénarios. Dans tous les scénarios, c'est des scénarios crédibles pour atteindre la transition écologique et la décarbonation en 2050, avec des chemins différents, avec des tendances différentes, qui ne sont jamais caricaturaux. C'est-à-dire que c'est vrai que le 4e est plus orienté technologie et le premier plus orienté sobriété, mais la sobriété fait partie des 4 scénarios en réalité. Et il n'y a aucune solution de décarbonation qui ne nous interroge pas sur nos actes d'achat et sur l'intelligence des usages. Aucun.
Aucun, même si vous trouvez des nouvelles solutions technologiques. Donc, la beauté de cette transition écologique, c'est que c'est un monde à imaginer. Et c'est pour ça que votre rôle d'ingénieur, il est tellement important, à imaginer et à bâtir. À imaginer et à bâtir. Et donc, c'est vous qui en avez les clés de plus en plus, et c'est vous qui en aurez les clés demain. Voilà, il y avait peut-être une autre question ? Oui, monsieur, c'est le temps, oui. Oui, bonjour, Santiago Pérez, coordination des recherches pour notre alliance. La question, et là c'est vraiment lié à ce que vous venez de dire, tu vois, dans la réalité d'aujourd'hui où il y a l'économie qui n'est pas forcément cohérente avec une transition écologique responsable et juste, pour les étudiants, nos étudiants d'ici, les ingénieurs, les gens dans la technologie, j'aimerais bien savoir les compétences clés à développer pour cet avenir d'une transition écologique, économique, juste. Alors là, c'est une belle question. Le sujet des compétences, on en parlait ce matin avec votre président. La question de la compétence, elle est fondamentale dans la transition écologique, fondamentale. Vous avez des très belles initiatives d'ailleurs de développement des compétences, de la rénovation, de l'efficacité énergétique, de beaucoup de sujets de la transition. Mais la dimension des compétences, elle est fondamentale. Et d'où la responsabilité que je faisais peser sur les épaules de votre président, en disant finalement, tu as tellement d'étudiants qui passent chez toi, que c'est à toi la responsabilité de leur donner les clés de décryptage de la transition écologique. Elle te revient, elle pèse sur tes épaules. Tu te rends compte, tu as tellement de décideurs de demain, du quotidien, des entreprises, etc., qui passent dans tes rangs. Bah, c'est ta responsabilité de leur donner ces clés de décryptage. Notamment, c'est ta responsabilité de les former à des méthodologies d'évaluation, de construction de méthodes de décarbonation pour les entreprises. ACT, notamment, très très belle méthodologie. Si vous ne la connaissez pas, il faut absolument regarder. C'est une méthodologie d'ailleurs qui a fait l'objet d'une convention avec la Banque de France. Donc c'est solide, c'est très intéressant. Et ça permet à une entreprise de se servir de la décarbonation comme un avantage concurrentiel. J'en dis pas plus. C'était la page de pub, mais allez voir ACT. C'est vraiment des sujets que vous aurez à voir dans votre carrière. Mais voilà, en fait, dans les compétences et dans évidemment le métier d'ingénieur, mais le métier de manager au sens général du terme, toutes ces compétences vont être utiles. Mais si je devais en pointer deux, c'est l'imagination, et puis la capacité à bâtir. La capacité à bâtir des solutions qui marchent et à les généraliser massivement. Donc des solutions robustes qui peuvent être diffusées. Donc voilà, pour moi, c'est les deux que je mettrais en avant. L'imagination, parce qu'il faut imaginer les solutions de demain, et ça c'est indispensable. Les solutions, elles ne sont pas que technologiques, mais elles sont aussi technologiques. Et puis, cette capacité à bâtir, à généraliser massivement, à construire des solutions innovantes solides qui puissent être répliquées. Voilà, si je devais en choisir deux, je dirais tout ça. Mais vous savez, je dis souvent que dans transition écologique, il y a deux mots. Il y a le mot écologie, bien sûr, mais il y a le mot transition. Et moi, depuis que j'ai toujours travaillé en entreprise privée, avant que je m'égare à faire de la politique un petit peu, et avant que j'arrive à l'ADEME, mais on me disait toujours, la qualité numéro 1 du manager, c'est le change management, la capacité à gérer le changement. Et ben, dans transition écologique, il y a le mot transition, et ça, c'est de la gestion du changement. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des 4 types de changements auxquels l'individu est confronté. Parce que je crois que cette notion de pilotage du changement, c'est l'un des plus grands défis qu'on a pour la transition dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour votre attention et vos questions. Je crois qu'on peut l'applaudir. Voilà, merci. Voilà, et je note effectivement la pression qui est mise sur nous, puisqu'on est dans un lieu où se fabrique la connaissance, et la nécessité effectivement de répondre, parce que c'est vous que nous formons aujourd'hui, qui serez aux commandes en 2050 avec tous ces beaux projets. Merci beaucoup Sylvain.